Bonjour, bonjour. Je viens aujourd'hui vous présenter un ouvrage très intéressant, celui de notre ami le doyen Adama Gaye. Cet ouvrage, c'est Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte, préfacé par un excellent avocat, Maître Cheikh Khoureyssi Ba, avocat au barreau de Dakar, et la postface est signée par notre concitoyen Maître Abdoulaye Tine, avocat international, docteur en droit et enseignant à l'université de Dakar. Pourquoi j'ai décidé de présenter cet ouvrage en mode audio? C'est un peu la tendance maintenant, puisqu'il y a des gens qui veulent bien avoir cet ouvrage mais n'ont pas accès. J'ai décidé de contribuer autrement. Je devais produire un texte suite à la lecture de cet ouvrage monumental, un ouvrage d'autorité, et je pèse mes mots, puisque cet ouvrage-là peut, et j'ai demandé d'ailleurs à mes amis universitaires de le consigner dans leur bibliographie, parce que dans cet ouvrage, nous trouvons tous les pans, toutes les spécialités de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie des masses, du droit, de la sociologie. Comment dire encore, il ressemble à plus d'un titre au texte de Durkheim sur le suicide, le fait social, la psychologie, parce qu'effectivement, Adama Gaye nous explique à l'intérieur comment ça fonctionne, comment on arrive à déconstruire quelqu'un, comment on arrive à manipuler, à aliéner quelqu'un, à l'asservir. C'est pourquoi c'est un ouvrage vraiment d'autorité, comme je l'ai dit, qui mérite effectivement d'être dans les plus grandes bibliothèques, dans les bibliographies des professeurs, des enseignants, etc., etc. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de porter ma voix, de donner ma voix pour tout simplement accompagner cet ouvrage pour que le maximum de gens puissent en profiter. Et moi, je vais juste donner des extraits et de temps en temps, je ferai des digressions puisque tout ce qui est dit et écrit ici est très bien écrit. Et ma parole ne sera qu'un tout petit plus, tout simplement, pour permettre au maximum de Sénégalais et d'Africains et d'humanistes du monde de découvrir effectivement certaines réalités, certaines façons d'écrire, certaines façons de penser, la façon dont on traite le citoyen lambda, l'acteur civil, le lanceur d'alerte, l'intellectuel engagé, le patriote, le panafricaniste, tout vraiment, je tenais effectivement à donner ma voix, à prêter ma voix pour cet exercice-là. Commençons déjà par Adama Gaye sollicite différentes personnes à qui il demande de parler de lui. Il donne d'abord la parole à Alioune B. Fall, professeur agrégé de droit public à l'université de Bordeaux, qui dit ceci: les droits et libertés fondamentaux, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, qu'ils soient instrumentalisés ou non, constituent une valeur consubstantielle à tout état de droit démocratique et devraient en toutes circonstances être garantis et protégés. Leur quête reste permanente car ils sont quotidiennement violés ou menacés partout dans le monde. Je saute. L'ouvrage de M. Adama Gaye tombe à pic et vient magistralement rappeler au pouvoir public de nos pays l'obligation de respecter au-delà même de ces droits inaliénables, et sacrés, qu'il tient de la Constitution et des autres instruments internationaux, le principe simple de la dignité humaine dont bénéficie tout détenu. On commence à entrer véritablement dans le texte. Adama Gaye donne la parole aussi à une directrice de publication de Real News Magazine, Lagos, Nigeria, Maureen Chidbo. Parce que dans les critiques que j'ai lues, certains déniaient même le statut de journaliste à Adama Gaye. Ça, c'est un grand journaliste qui le dit. J'ai connu Adama Gaye depuis qu'il dirigeait le département de la communication de la CEDEAO. Et ce livre confirme sa constance dans la lutte pour les libertés et la démocratie. Tout est dit là. Un autre, c'est Peter Lewis, PhD, directeur des études africaines, John
Hopkins University, SIS, Washington, D.C. Voici ce que ce monsieur dit. Adama Gaye est un analyste incisif, j'ai souligné le mot, incisif, de la gouvernance et des économies africaines. Sa candeur et sa clarté offrent une voie essentielle pour le progrès de la démocratie. Si la démocratie signifie que ce soit à travers le monde, la liberté d'expression doit être garantie. Toute tentative de l'établissement politique à vouloir faire taire sa voix ne doit pas rester sans résistance. Et l'occasion de continuer d'entendre sa voix ne peut qu'être saluée. Mais c'est un honneur. Ici, ce sont des gens, on dit sabou de football, le savon ne se lave pas tout seul. Mais passer par des gens pour te dire est une très bonne chose, est une façon d'introduire tout simplement. D'introduire qui est ce monsieur. Parce qu'on croit le connaître alors qu'on ne le connaît pas. On croit ne pas le connaître, mais il est partout sur les réseaux sociaux, etc. Passons la parole à ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont pratiqué. C'est un exercice. Tous ces gens qui ont dit ça ne sont pas des collaborateurs. Ce sont des gens qui disent vrai. Adama Gaye, dans l'avertissement, les noms de certaines personnes, notamment dans le contexte de conditions carcérales, ont été volontairement changés. Il a raison, la prudence. Il remercie tout le monde, Adama Gaye. Il remercie tout le monde. Il ne peut pas citer tout le monde. Mais j'ai été frappé, il est très reconnaissant. Il dit ceci: exprimer un remerciement général à tous ceux, connus ou non, qui m'ont soutenu pendant ma détention arbitraire du 29 juillet au 20 septembre 2019 à Dakar, ou lister les personnes ayant compris que ma détention dans une prison sénégalaise, au motif que mes écrits étaient déstabilisants pour la République et offensants pour son président, n'était qu'une violation de mes droits constitutionnels. Tel a été mon dilemme. Réflexion faite, j'ai décidé de me contenter d'une gratitude collective. Quand on cite, on oublie. Sans vouloir oublier quiconque d'entre vous, je salue juste mes relecteurs, tels Cheikh Djibril Khan qui a cru très tôt à ce projet, Fatimata Badialo, Hulo Guiabert, etc. Et voici quelque chose qui m'a touché dans le texte de Adama. Il dédie cet ouvrage à une personne à titre posthume, à son ami d'enfance, Mouhamadou Bachir Diawara, qui s'est manifesté dès le premier jour de son arrestation, mais qui, hélas, a été rappelé auprès du Seigneur, à peine une semaine après sa libération. Et c'est comme si c'était un message divin, alors que ça faisait très longtemps qu'il ne s'était pas vu. Ça, c'est pas mal. La venue depuis New York de sa fille, Mariam Naomi Gaye, pour me voir dans une situation inédite de privation de liberté. J'ai souffert en lisant ça. Fut un grand moment de cette détention. À elle, à la jeunesse africaine, j'offre en guise de viatique cet ouvrage. Mes avocats ont été braves du début à la fin de l'épreuve. Je remercie aussi les détenus de Rebus et les personnes rencontrées dans les autres lieux de détention à Dakar pour leur sympathie dont je me souviendrai toujours. Il ne finit pas sans avoir remercié un sage, le Serigne Muntaha Mbacké, Khalif général des Mourides, pour sa présence, ses conseils. C'est un sage. Et quand un sage décide de se lever pour, en missionnant quelqu'un, pour aller saluer, témoigner de sa sympathie, nous tous devons nous ranger derrière cette personne-là, parce que ce sont des personnalités qui ne se lèvent pas n'importe quand et n'importe où. C'est parce que tout simplement, il me semble qu'ils ont compris que l'humanité était en jeu. Adama Gaye, très pointu dans ses lectures, nous présente un texte que j'ai beaucoup aimé. Celui du prisonnier Mamadou Dia au président Léopold Sédar Senghor, qui dit ceci: « Tout tourne autour de la renonciation à la politique qui m'est demandée. On peut renoncer à des droits, mais comment renoncer à ses devoirs ? La Constitution sénégalaise me semble exclure la possibilité pour un citoyen de faire acte de renonciation à sa qualité de citoyen, participant aux préoccupations de la politique de la cité. Ceci n'existe nulle part là où il y a démocratie véritable. » Et il termine.
le dernier mot doit toujours appartenir à la démocratie. C'est un principe intangible auquel on ne peut opposer des arrangements particuliers. Ce texte avait été écrit le 30 mai 1972, après 10 ans de vie carcérale. Aujourd'hui, on parlera de confinement forcé. Très beau texte. La préface, comme je vous l'ai dit, est revenue au maître Cheikh Khoureichi Ba, avocat au barreau de Paris, qui dit ceci. On dit que le silence est d'or. Le silence est en tout cas la plus belle des plaidoiries lorsque le murmurant, le droit rend le droit murmurant. Le silence est en tout cas la plus belle des plaidoiries lorsque le murmurant, le droit rend le droit murmurant. Pas mal. Il dit ceci. Adama et Adama, quand il a une idée en tête, priez pour qu'il ne vous la soumette pas. Et le revers de la médaille, c'est que la meilleure manière de lui faire une chose à Adama est de le lui dire, de le lui interdire. Justement, ce sera toi et personne d'autre. À mon commandement, rompez. Oui, chef, mais c'est quoi le projet? Une préface, rien que ça. Le maître Khoureichi continue en disant ceci. Avec ses qualités et ses défauts, en ce fils du Saloum, pas peu fier de ses origines, s'intersectent les valeurs refuges qu'il assume avec fierté, la générosité, le courage, la disponibilité heuristique, la ténacité, le tout au service d'une détermination sans faille, d'aller au bout de tout ce qu'il entreprend, la rigueur de la construction. L'homme est droit dans ses bottes. Au final, ce mélange donne un homme qui se situe à l'exacte articulation du génie, du rebelle et du leader. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique! Khoureichi cite l'exemple de Mandela. Dans le rôle amusé, il prenait au contraire de la hauteur et en continuant de rire. Adama aime bien rire. C'est comme s'il prenait les choses avec légèreté, mais sans occulter la densité de sa pensée. Il est en train de rire, mais il pense. Que ces choses étaient insignifiantes. Pas moins de 15 avocats du Sénégal, des États-Unis, de Montréal, de Bordeaux, de Paris, d'un peu partout, du Canada, étaient là pour défendre notre homme, pour vous dire que Adama Gaye est devenu une figure mondiale pour le droit et la liberté. Son cas n'est plus le cas du Sénégal, il dépasse les frontières. Mais ça, c'est du Adama Gaye. Ensuite, Adama Gaye introduit son ouvrage en disant ceci. Le titre, c'est « Un destin culbuté ». Brusquement, le monde se dérobe sous mes pieds. Ma vie bascule. Vous savez, on passe rapidement de la vie à trépas. Vous savez, c'est comme le tsunami, quand il vient, il ravage et vous êtes perturbé. C'est quand il y a le chaos, vous êtes perturbé. Vous ne vous souvenez, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Derrière des explications de toutes sortes, le prétexte semblait être rien d'autre que de retenir mes mains pour que je n'écrive plus. De me mettre au frais pour que je ne puisse plus m'exprimer par quelques moyens de diffusion de masse, radio, télé ou, plus récemment, les réseaux sociaux. Bref, de me faire taire. Taire quelqu'un qui sait. Même dans le Coran, on dit quand tu sais, parle. Ikra. Le régime de Macky Sall, dit-il, dépassé par la précision et l'ampleur de mes critiques, ne voulait plus les subir, surtout qu'il s'apprêtait à convoquer un dialogue national dit de réconciliation. Adama Gaye semblait être celui qui gênait. Par cet ultime stratagème, il comptait mettre autour d'une table l'ensemble des politiciens complaisants du pays, de son camp et du reste, pour amnistier ses crimes économiques, en rayant d'un seul coup tous les actes adverses posés contre la nation. Une manœuvre visant à le couvrir à ses complices avec qui avait l'avantage d'endiguer des poursuites pénales inévitables si rien n'était fait pour les en empêcher légalement. Dans le contexte de ce que j'ai qualifié de dialogue, cette tentative de blanchiment politicien risquait de mettre définitivement le pays sur une pente de démolition de ses acquis démocratiques,
en légitimant au passage la dissipation de ses ressources naturelles et financières, faire taire les voix dissonantes devenait impératif, et au premier chef, celle qui tenait le plus. Adama continue, il dit en moins de 72 heures d'interrogation jusqu'à la détention dans des cachots infects, je fus trimballé dans tous les sens, tourmenté et testé sous toutes les coutures pour être sidéré. Vous entendez souvent ça. On va essayer de déconstruire, de casser l'individu. Il y a des systèmes policiers qui sont extrêmement forts pour ça. J'étais dans une grande solitude, là aussi j'ai souffert, seul face à un pouvoir répressif. Comme atteint d'une folle rage, il n'en faisait plus qu'à sa tête, tandis que ses auxiliaires des services sécuritaires, judiciaires et pénitentiaires rivalisaient d'ardeur pour lui faciliter son projet. Plus déroutant, au même moment, une partie du peuple sénégalais, pour des raisons imaginables, peut-être mystérieuses ou occultes, applaudissait cet exercice. Fermant les yeux sur sa brutalité, beaucoup y virent plutôt un signe de fermeté venu à son heure. Oui, il y a eu beaucoup de débats où on a dit qu'il fallait que Adama Gaye avait tort, qu'il était allé trop loin et qu'il fallait l'arrêter. Dans une démocratie, les libertés individuelles sont la pierre angulaire, le socle de la société. Or, voici qu'au Sénégal, hier, terre admirée en raison de la qualité de ses élites et de la constance de ses efforts pour se maintenir à la tête du leadership démocratique, se trouvent écrasées les velléités rares, percées, destinées à sauver les meubles. J'ai donc vécu et vaincu l'enfer carcéral. L'homme est droit dans ses bottes, optimiste. Ce fut un moment sobre d'auto-questionnement, de réflexion sur la société, sur le peuple et l'état du Sénégal, comme je vous l'ai dit. M'y retrouvant porté par un destin dont je ne maîtrisais pas le fait déclencheur. Tu ne peux pas. Tu es embarqué. Ni ne pouvais en comprendre la justification. Je n'ai eu de cesse de me poser des questions pour savoir de quoi tout cela procédait. À toute chose, malheur est bon. La prison s'est ainsi révélée comme l'improbable endroit que je cherchais pour engager le soliloque, le débat intérieur, que je ne pouvais plus différer sur la démission collective d'un peuple, se contentant de trouver des excuses aux dérives, le privant de son identité la plus noble. Les silences issus des rangs furent d'autant plus bruyants qu'ils provenaient, entre autres, des cercles représentatifs d'un corps, le journalisme auquel j'ai donné de belles années de ma vie. En son sein, j'avais cru entretenir des relations amicales, à défaut d'être confraternelles. Pire que le désintérêt dans ce milieu furent cependant les tirs de barrage à l'arme lourde, lancés à ma direction par des supposés professionnels de l'information et de la communication. Comme si le plus horrible des pestiférés était tombé entre les mains de la justice, comme si venait de se réaliser un rêve secrètement nourri de longue date, en finir une fois pour toutes avec cet empêcheur de servir en rond, le régime politique en bénéficiant de ses prodigalités en toute quiétude. L'idée est de faire taire ce prétentieux dont la plupart refusaient d'admettre qu'il eût pu changer au nom d'un idéal ou d'une prise de conscience, tardivement ou non. Nul ne voulait comprendre un État et un simple citoyen. Encore moins aller au-delà d'une interprétation superficielle, l'analyse, l'enquête, comprendre. Comment juger quand on a compris, disait Sénèque. Dans l'attitude de la presse sénégalaise élargie à d'importants secteurs de la société, malgré la déception qui me travaillait, je vis plutôt le signe d'un suicide, d'une profession. Celui d'une société démissionnaire se vendant l'une à l'autre pour moins que rien. Je continue. Ce qui fut le plus révoltant, honteux, c'était l'affaissement des forces sociales du pays. Ni l'Église, presque aucun chef religieux, aucun syndicaliste, zéro patron, très peu d'intellectuels prirent le parti de se prononcer sur cette arrestation, dont tout laissait penser qu'elle était arbitraire. Les attaques eurent vite les effets escomptés, comme s'il s'était agi de se focaliser sur la personne, quitte à oublier les violations des règles de droit. Adama Gaye enfonce le clou. Oui, les violations des droits. Les gens oublient cela, en fait. Tout tournerait autour d'Adama. Adama était en réalité un bouc émissaire
Adama était une occasion. Mais le vrai problème, c'est la question de la démocratie, c'est la question des droits de l'homme, c'est la question de la justice. Au Sénégal, en Afrique, mais aussi à travers le monde. De l'intérieur du pays jusqu'au-delà, dans sa diaspora, l'élite intellectuelle en tête et dans la presse, surtout franco-africaine, le silence fut cinglant. Comme cela le fut dans les milieux diplomatiques, notamment des organisations internationales, au premier rang desquelles la représentation de l'Organisation des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Le pouvoir n'est pas loin de jubiler, tant il est vrai que, aidé de ses relais, il s'était employé presque avec succès surtout pendant la première semaine de ma détention, à me peindre en mouton noir de la République. Il y a une figure à travers l'histoire de la philosophie et de la science, c'est Démocrite. Vous savez, les intellectuels ont un rôle éminent à jouer dans un pays, dans une démocratie. Quand il y a un problème avec un enjeu de liberté, de démocratie, de droit, les personnes autorisées, les personnes de savoir, doivent prendre la plume pour se dire. On le voit souvent en Europe. Les groupes d'intellectuels manifestent, les médecins manifestent pour dire non, etc., etc. Cette action permet tout simplement de limiter ou d'affaiblir la main du leader. Si c'est un seul de ces intellectuels réputés, reconnus à la dimension internationale, il y en a plein au Sénégal, avait pris la plume pour dire tout simplement, parler du droit et de la liberté et de la démocratie, peut-être que comme la force de Coriolis, au lieu que la chose tombe tout droit, peut-être qu'une petite inclinaison aurait pu être faite pour changer le destin et le cours des choses. Ce clinamen n'a pas eu lieu. Le couperet est tombé tout droit. Et ça, c'est une faute des intellectuels. On ne pourra pas savoir s'ils avaient agi ou si ça aurait pu changer quelque chose ou pas. Mais en tous les cas, ils n'ont pas agi. Et Adama Gaye n'a pas aimé cette attitude. Nul ne semblait vouloir toucher à cet être vilipendé de toutes parts, mais dont le seul tort n'avait été pourtant que d'avoir mis le doigt sur des plaies d'une société purulente, en particulier, d'avoir exposé ce qui méritait de l'être sur la gouvernance institutionnelle et individuelle à l'origine de ce brutal déclin d'une nation désormais soumise à l'œuvre des forces maléfiques au pouvoir sous l'impulsion de son principal dirigeant. Attendant dès lors de vivre impuissant ce procès à charge dont j'étais la figure centrale et mené sous le regard complice d'un public pressé d'être convaincu, privé de parole sur les médias et dans la société, j'étais réduit à chercher des expédients pour oublier mon traitement injuste. Des milliers de voitures passent non loin de tous les jours sur la corniche de la capitale sénégalaise sans jamais réfléchir à ce qu'ils représentent dans une société qui devrait pourtant se sentir concerné par la vie intérieure qui s'y déroule. Je disais que l'ouvrage d'Adama Gaye est un ouvrage puissant, puisqu'effectivement, regardez, lui qui est déjà détenu, lui qui est dans un circuit, dans un processus de déconstruction, pense déjà à ceux qui sont là. Et les gens passent, mais ne font pas attention aux prisonniers comme s'ils n'existaient pas. J'y ai vu des jeunes, des adultes devenir des parias parce que j'étais derrière ces murs et malmenés, torturés physiquement et mentalement pendant que le régime en charge de les surveiller se flatte de ses exploits dans le redressement de ceux qu'il qualifie de délinquants et dans mon cas d'insulteurs du président de la République. Aux violences politiques, celles privées des jeunes victimes d'abus sexuels négativement transformés pendant leur séjour en ces lieux dépourvus de centres de formation ou de réinsertion pour des gamins presque mineurs, constituent d'autres paliers d'une destruction de personnes dont le potentiel pouvait être fort utile à un pays en développement comme le Sénégal. Ils pensent même à l'avenir des jeunes, c'est-à-dire que quand on est incarcéré, c'est un moment de la vie. Après, il faut penser à l'après-incarcération. Il y a tout un système de réinsertion sociale qu'on doit mettre en place, etc. Je continue. Le prétexte est justifié.
le fait que nulle part ailleurs que dans ces palpitations carcérales, on ne pourrait faire avec une telle concision le diagnostic du mal sénégalais. En venant me prendre dans mon intimité matinale, sans me présenter un mandat écrit, ni un document légal, l'État sénégalais m'a donné la plus grande leçon de ma vie, en me faisant prendre conscience que la terreur triomphe au paradis. Il ne me restait plus que dès que possible qu'à chercher un refuge plus ou moins sûr, même dans une Égypte loin d'être un Eldorado des libertés, pour ne plus voir, encore moins subir, la dégradation en phase terminale de la démocratie sénégalaise. Si rien n'est fait ici et maintenant pour en freiner le processus, ce livre rédigé sous les regards bienveillants des pyramides d'une vieille civilisation tente de jeter une lumière crue sur la manière dont une nation hier bienveillante est devenue une broyeuse de citoyens, souvent innocents, via et par-delà sa politique carcérale, incarcérés par celle à l'œuvre à Rebeuss, la plus grande prison du pays. La première partie de l'ouvrage « Otage d'un État », ouvrage de notre ami Adama Gaye, paru en 2018 aux éditions L'Harmattan, non, en 2020, L'Harmattan 2020, excusez-moi, L'Harmattan 2020, voilà, au sortir de son incarcération. Première partie, un citoyen traqué par l'État. C'est le 16/2/2020 que j'ai commencé à lire ce paragraphe, parce que à chaque fois que je lisais une page, je m'arrêtais, parce que le texte était profond et dense, et m'interpellait, et me faisait souffrir aussi, parce que je suis très sensible, et je n'aime pas qu'on traite mon prochain durement. Sans effraction, ils sont venus tôt à l'aube, non pas pour voir, mais pour dominer et vaincre. Dominer, vaincre. Ils savaient pourquoi ils étaient là, incognito, en commando. Leur intention était aisée et à deviner tant elle fut manifeste dès qu'ils frappèrent à la porte, doucement, la caressant presque. Aucun pas, ni froufrou, ni même des grincements métalliques à l'ouverture, d'habitude fracassante de l'ascenseur quand il s'est arrêté au 6e étage. Rien qui aurait pu attirer l'attention, susciter un soupçon, semer l'inquiétude. Tout avait été fait avec douceur, comme pour éviter d'attirer l'attention de quiconque, ne pas déranger. Personne ne devait savoir, et dans le know, la cible était repérée, c'est vers elle que l'action en cours était tendue. Ils avaient une cible. Comme pour ne déranger personne, les intrus, bien qu'ils se présentassent sous des habits officiels d'agents de l'État, que l'on aurait cru formés à la plus professionnelle des écoles djihadistes et de preneurs d'otages, avaient méthodiquement préparé leur coup. Tout avait été fait minutieusement, organisé pour ne me laisser aucune chance. Dès leur première sonnerie, la certitude s'était installée qu'ils étaient enfin là, à ma recherche, pour ne me régler mon compte, pour se soulager enfin d'une longue traque jusqu'alors vaine. À la troisième sonnerie, ayant enfilé une chemise et un pantalon à la va-vite, j'ai compris sans tarder qu'il fallait parer au plus pressé, en alertant ceux qui pouvaient l'être sans faire poireauter mes visiteurs encore méconnus. Tête engourdie par des questions qui s'y bousculent en quittant prestement la chambre à coucher, éclairée par une lampe restée allumée toute la nuit. « Bonjour, c'est qui ?» demandai-je sans illusion. Bouton de chemise mal mis, cheveux en bataille. « C'est la DIC, la division des investigations criminelles. Et nous cherchons M. Gaye. » Comme s'il fallait à tout prix éviter de faire du tapage, et donc ne surtout pas élever la voix. Ce moment fatidique, peut-être le savaient-ils, devait être vécu à l'intérieur de cet appartement dakarois dont ils avaient sans doute étudié tous les contours extérieurs. Ceux-là, connaisseurs, avaient gardé de leurs souvenirs de longues années d'observation du régime communiste est-européen d'antan gouverné par des leaders aux mains de fer dans des gants de velours. L'évidence était frappante. Un étrange parallèle se dessinait de plus en plus entre le règne de la terreur dans les dictatures est-européennes et ce climat de peur.
Comment s'étonnait-il l'intelligentsia de ces pays naguère vivace et active, fluorescente, s'était-elle ramollie à ce point pour ne presque plus exister simplement parce qu'une chape de plomb pesait désormais sur elle. Le comment n'était pas moins angoissant que le pourquoi. Tout s'était si vite déglingué. Or, voici qu'aux yeux des vétérans du pays, soudain confinés dans un corset, marqué par une volonté d'imposer un silence sur ses voies libres, ce qui se passait n'était rien de moins que la lente agonie d'une culture démocratique qu'ils croyaient pérenne. La démocratie est une construction permanente et il faut la surveiller. Ces souvenirs le revenaient à l'esprit chaque fois qu'il constatait la réduction inexorable des périmètres de liberté d'expression, publique ou individuelle, et celle des surfaces démocratiques. Ils sont des milliers, voire des millions d'êtres éparpillés dans le monde à en avoir fait les frais. Cette visite matinale non sollicitée était trop lourde de signification et tous mes membres en avaient décrypté instinctivement le code. J'avais aussitôt compris qu'il était venu pour me chercher, en un mot, me mettre hors d'état de nuire. Adama continue et je saute. Nous sommes de la DIC et nous sommes venus vous chercher pour vous poser des questions au bureau. En quelques mots, comme pour prendre date, j'eus le temps de leur hurler. Ne vous en faites pas, je ferai face. Nous sommes en démocratie et je ne me laisserai pas intimider. Il tient toujours, il ne se laisse pas faire. C'est quoi cette histoire? Adama termine. J'étais prêt à faire face si besoin seul, sachant combien la mobilisation populaire était loin d'une garantie en ma faveur. Je me préparais au pire, en étant toutefois prêt à résister de toutes mes forces. Le chapitre 2. Un colis pour les flics. C'est le 23 février 2020 à 8h30 que j'ai commencé la lecture. Ma liberté est imperceptiblement envolée et pourtant qu'elle est sublime, cette aube finissante qui enveloppe comme une amoureuse. C'est un poète aussi, hein, notre ami. Hein? Dans les difficultés, il nous sort ces belles proses pour amuser. Mais en réalité, comme dit Castigat Mores Ridendo, il nous amuse, mais pour mieux nous servir. À peine entend-on monter, la pollution sonore n'est pas encore au rendez-vous, à peine entend-on monter au ciel amplifié par des haut-parleurs le récit des versets de Coran psalmodiés depuis les mosquées. L'aube est propice à la méditation religieuse, dit-il. L'aube est pleine d'énigmes, c'est, dit la tradition sénégalaise, le moment où les êtres de la nuit, démons et noctambules, fêtards ou criminels, battent en retraite, retournent en lieu sûr dans le refuge. En ce 29 juillet naissant, rares sont ceux qui prêtent attention à ce quatuor. Ce matin, ils sont particulièrement sur le qui-vive, tant leur pêche est précieuse. Adama continue. Quel traitement me réservait-il? Devrais-je chercher à trouver le moyen de sauter de cette voiture pour m'évader à la moindre occasion? Quel traitement? Et d'ailleurs, pourquoi étais-je revenu 3 jours plus tôt au Sénégal? Parce que, je vous signale, Adama était à l'étranger et voulait rentrer, et il est rentré. Entre visites de ces monuments historiques, ces pyramides et ces soupes, rendez-vous d'affaires et repas pris dans des restaurants chics, dont certains surplombaient le majestueux fleuve Nil, artère de l'économie nationale, j'étais sur un nuage en décidant de rentrer au Sénégal, en m'accordant un transit de 3 jours pour me reposer au Maroc. Les indices étaient donc nombreux qui signalaient le danger à l'horizon. Il avait compris qu'il était traqué. Alors que l'Afrique sombrait progressivement dans la culture des pouvoirs kaki déclenchée par l'irruption des militaires dans les champs politiques, quelques années seulement après la restauration des indépendances nationales, le Sénégal, sans être une démocratie plurielle, parce que gouverné de facto par un parti unifié sous un régime socialiste, avait su s'écarter de l'univocité dominante dans la vie politique des pays du continent. Tu es toujours excité quand tu pars au Sénégal, lui disait son ancienne épouse. L'étais-je aussi dans le bus qui me ramenait vers l'approche banlieue dakaroise, non loin du stade Léopold Sédar Senghor, son terminus? Pas sûr. Le rêve d'un retour tranquille au pays natal s'était mué en un cauchemar dont les contours initiaux laissaient présager rien de moins que pire.
Chapitre 3. La terreur au paradis. C'est impensable de rencontrer la terreur au paradis, mais c'est le sentiment qui m'habite à mesure que je précise le sort qui m'est réservé. Je me surprends à tenter de comprendre ce qui m'arrive. Un air poétique dévale en secours. Ô liberté chérie, il faut t'avoir perdu pour savoir combien tu es précieuse, une denrée aussi vitale que l'air, l'eau ou même la vie. Un nouveau jour ordinaire est lancé, tant mieux pour ceux qui peuvent l'organiser à leur guise. Ceux qui sont libres peuvent organiser leur vie. Je n'ai pas eu besoin de demander à mes visiteurs de l'aube pourquoi ils étaient venus me chercher, ni eux de justifier leur présence à mon domicile. C'était entendu. Chacun savait que ce moment était dans un ordre bien défini. Et pour cause, depuis son avènement en 2012, la tête de l'État du Sénégal, c'était un secret de polichinelle que j'étais devenu le plus féroce, constant, critique, séguant du régime de Macky Sall, parfois en termes très personnels. Tous savaient que j'étais dans sa ligne de mire, comme l'attestaient les attaques ad hominem continues déversées en ma direction par ces séides les plus farouches, voire les appels à mon arrestation. C'est en mars de cette année 2012, alors qu'il s'apprête à les lire sans recul, refusant toute idée adverse à leur volonté, que je m'étais déjà fait distinguer en mal contre les partenaires du futur président de la République. Je m'étais pareillement mis à travers du chemin d'un peuple dédaigneux des empêcheurs de tourner en rond. En ce début 2012, le Sénégal, pays traditionnellement pacifique, est à feu et à sang. Les foules manifestent à main nue contre une troupe de soldats dantesques, armés jusqu'aux dents et déployés dans les rues. Ce n'est que 12 ans après son arrivée au pouvoir, fruit de la première alternance démocratique au Sénégal, le 19 mars 2000, qu'un vieux président de la République, victorieux d'un régime socialiste, installé depuis 40 ans en la personne d'Abdoulaye Wade, opposant éternel avant d'accéder aux charges suprêmes. L'électeur ayant compris la bourde de porter son choix sur de tels démocrates, vrais faussaires, le faisaient au risque de promouvoir quelqu'un dont l'idée était de s'enraciner à vie. Tel était le cas du Sénégal alors qu'il s'achemine en ce mois de mars 2012 vers une élection présidentielle particulièrement chaude. Ce dernier a progressivement perdu la main, il n'est plus l'attraction des foules, il les révulse. Désormais, le prophète du changement Sopi qui faisait chavirer les cœurs n'est plus que l'incarnation physique d'un régime à bout de souffle. Il explique la politique, il connaît la politique, il était au cœur de la presse, c'est un journaliste qui sait analyser, exploiter les données, faire des recoupements, une analyse synthétique pour comprendre effectivement et en extraire une sublime pensée. Une question me taraude, dit Adama, l'esprit transcendant mon cas personnel, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi, sans qu'un motif ne me soit signifié, suis-je dans cette pièce glaciale? Comment, d'un pays de liberté où le citoyen pouvait aller et venir, s'exprimer à sa guise, le Sénégal me renvoie, en cet instant précis, l'image d'une terre de privation et de pénurie, de pauvreté au label économique fracturé et hypothéqué. Adama continue. C'est de cette date, je me surprends à dire que débute le démantèlement de l'État en 2012. C'était prévisible dans la course vers son élection. Je le savais capable d'écoute, son prisme religieux, sa piété, son vécu carcéral dans une jeunesse militante turbulente où le régime de Diouf l'avait incarcéré. Il parle là effectivement de Abdoulaye Wade, vous l'avez compris. Semblait avoir fait de Maître Khoureyssi Ba l'un des ténors du barreau de Dakar, le mieux placé de ses confrères pour m'écouter avec lui. Je pouvais miser sur une capacité en vécu reconnue pour m'apporter son expertise technique en ces heures floues. Devons-nous alerter tes parents de ta famille, de la grande famille religieuse de Touba, souffla-t-il, comme pour lancer la conversation. La découverte des ressources dans le pays en développement tel que le Sénégal ne dope pas que l'attention des capitalistes et mercantilistes, pressés de multiplier leurs gains, de faire main basse sur un quelconque trésor enfoui dans de lointaines entrailles maritimes ou terrestres. Le Sénégal venait de découvrir effectivement que son sous-sol avait des potentialités et des richesses. Un enjeu capital. Et là, comment ne pas faire le lien, en effet, avec la publication d'un post ce 29 juillet où je m'oppose énergiquement à la vente
programmée d'une dizaine de nos blocs restants d'hydrocarbures est envisagée le 9 octobre lors d'une conférence consacrée au secteur en Afrique du Sud. J'y affirme de toutes mes forces que Macky Sall n'avait pas le droit de faire une telle vente, puisqu'en vertu des réformes constitutionnelles introduites en mars 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Il ne pouvait pas l'engager sans son accord. Au surplus, il commettait l'erreur inacceptable de confier le projet à un avocat camerounais pour le moins sulfureux, établi en Afrique du Sud, ayant été chassé des États-Unis d'Amérique pour activité illégale. En dénonçant cet acte de blanchiment qui, de plus, était vicié par un conflit d'intérêts manifeste, j'avais déclenché le feu vert pour ma capture. Le basculement a été fulgurant mais prévisible dans son ouvrage « Le monde est plat ». Le chroniqueur émérite de la mondialisation Thomas Friedman annonçait déjà il y a 10 ans qu'il fallait s'habituer à télécharger et décharger par une présence active sur les réseaux sociaux. L'avenir, c'est là, avait expliqué de la même époque à Beijing, à une audience dont je faisais partie, l'universitaire de Howard, Warren McFarlane. Son collègue Chris Christian, promoteur de l'idée de disruption, ne finissait pas au moment même de convaincre le monde que nous étions dans un intermède gramscien avec le surgissement de nouvelles technologies. Oui, les nouvelles technologies de l'information ont envahi le monde et il y a du bien, du bon comme du mauvais. Lequel, réajustant ses lunettes, me fit lire, ou plutôt entreaperçoit, se voir 3 paragraphes dont les 2 assez courts détaillaient les aventures sentimentales privées de... Pourtant, nulle part dans mon ambulante production de poste, comme on dit, celui qui m'était soumis en cet instant ne pouvait être retrouvé. La ficelle était trop grosse, mais elle témoignait de la veulerie, de la malhonnêteté de ses penchants, c'est-à-dire les accusations tout simplement qu'on lui attribuait. Par principe et par conviction que le Sénégal méritait d'être autre chose que cet État capturé par des comploteurs, je me résolus à cet instant d'habiter ma tenue d'otage et de prisonnier politique en puissance, mais malgré les services de faire cela dans la dignité. Puis, afin de réduire la chaleur qui m'étouffait en cette saison chaude, dans cette pièce sans aération, je me débarrassai de ma chemise et torse nu, résolu, prêt à faire face à la bête immonde qui avait pris ma liberté en otage, je commençai un long combat pour ma dignité et mes idéaux. Il est toujours prêt, Madame Agaï. Je m'étalai à même le sol sur le drap que j'avais déplié et j'étais sur les carreaux. L'oreiller sous la tête, je me mis en situation. Je réalisais combien ma vie avait basculé. Libre le matin, j'étais désormais un prisonnier politique, l'un des rares que la sécurité sénégalaise, sous la dictée d'une justice vengeresse, et allait cueillir, alors que traditionnellement, les adversaires politiques des pouvoirs en place sont arrêtés. Lors des marches et manifestations publiques, n'était-ce là une bavure inédite dans l'histoire politico-judiciaire du Sénégal? Cela n'en était pas loin. Un autre chapitre, une brutale déshumanisation. Je vais vite. Le réveil et le départ furent des moments de honte. En sortant de notre cagibi, regardez-moi bien, insistai-je, devant ses compatriotes pour l'essentiel et avec une voix forte et ferme, je m'écriai, je ne suis pas un criminel. Je n'ai commis aucune faute que celle d'avoir écrit ce que je pense de la marche de la malgouvernance de notre pays. Il fallait qu'il se défende parce que les yeux étaient dressés contre lui. Il fallait qu'il dise. Ce n'était cependant pas cette injustice qui me préoccupait le plus en quittant le commissariat du plateau. La déshumanisation qui m'était promise, bien préparée et déjà mise en route depuis mon arrestation me projetait dans un univers sombre, dans un tunnel où je n'avais pas d'autre option que de subir encore les viols répétés de ce qui me semblait relever de mes droits. Dans le fourgon de la DIC qui nous ramène, ma colère intérieure ne cesse de gronder. Alors, de retour à la DIC, nous n'y restons pas longtemps, juste pour ma part, le temps de demander l'autorisation de prendre une douche. Au bord
À bord, voyant les gens libres de leurs mouvements, je ne puis refréner ma réflexion fugace. Cette liberté est donc si fragile. Il faut être dans l'état où je me trouve pour le savoir. C'est en situation qu'on comprend toujours. Voilà. Et là, je ne vous cache pas que je souffrais avec lui en lisant ces textes-là. C'est pourquoi à chaque fois que je lisais cet ouvrage-là, je le posais parce qu'il fallait que je digère ce que je viens de lire, de découvrir. Réflexion banale mais significative des leçons que je commençais à intégrer dans mon subconscient. Réflexion rapide, vite interrompue par la réalité. Ah, c'est dur, c'est dur. Sous les privations de liberté, l'humanisme et le talent se révèlent, tels des diamants purs. C'est ainsi qu'il termine. Un autre paragraphe, un Guantanamo miniature. Me voici donc de plein pied dans la fameuse cave. On se croirait dans l'un des plus horribles lieux de détention au monde. Pénétrer dans la cave du tribunal régional de Dakar, c'est une expérience qui marque quiconque l'a vécue, même l'être le plus endurci et le plus expérimenté à vie. Bienvenue dans un réduit où l'homme que la justice veut entendre, qu'il ait eu ou non tort, est dépouillé de ses attributs pour ne plus être traité qu'un animal. Une bête de somme, dirait l'autre. J'ai subi comme des milliers d'autres détenus le même rituel, en passant subrepticement à l'acte 2 de l'humiliation. Me voici dans une pièce où se trouvent déjà une vingtaine d'autres hôtes. Les uns sont assis par terre, d'autres sans doute fatigués, sont couchés sur les carreaux, tandis que les plus chanceux ont pu trouver une place pour s'asseoir sur l'un des bancs en ciment plantés dans cet univers granitique où tout est sec. Dès que je suis entré avec mes chaussures noires à boucles, les autres m'ont regardé en m'épiant comme si j'étais encore étranger en leur sein. Je marmonne quelques mots de salutation tellement gauche que je ne m'en souviens plus. Peu importe, cela suffit pour briser la glace. C'est un stratège, Adama. Il connaît l'homme, il connaît l'humanité. Il ne vient pas, il vient de loin et il s'est construit et il sait parler aux autres. Il sait qui sont ceux qui sont en face de lui. C'est un phénomène saisissant. La proportion des jeunes domine au milieu carcéral. On croirait certains d'entre eux à peine sevrés du lait maternel tellement leurs traits frappent par une ingénuité encore inachevée. C'est d'ailleurs avec beaucoup de tact que je les approche. Par le biais d'un volubule quinquagénaire qui semble mener la danse. Les plus jeunes sont autour de lui. Employé pharmaceutique, il explique à grands gestes pourquoi il est présent ici et en quoi cela est injuste. Doyen, en vous arrêtant, affirme-t-il, ils ont touché à un gros morceau. Puis se retournant vers ses groupies, il ajoute fier de lui. C'est un monsieur très important dont je suis friand des écrits. Qu'à mon service, chaque fois qu'il publie un texte sur sa page Facebook, très suivi, mes autres collègues m'appellent aussitôt pour me signaler que ton vieux a planté une nouvelle banderille au cœur du pouvoir. Il avait des fans même en prison, Adama. On peut en rigoler, mais ce n'est pas marrant. Leur insouciance a de quoi inquiéter, c'est une forme de banalisation de cette violence carcérale qui les retient ici. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas encore intégré cette phase de la socialisation négative en milieu carcéral sont vite pris en charge par les nombreux caïds dont la majorité est composée de récidivistes pour qui la détention semble ne plus être qu'un jeu amusant. Il fait de la sociologie, il fait un travail universitaire de démonstration, d'explication du fait social à l'intérieur du confinement et des privations de liberté. La cave n'est pas seulement un lieu surréaliste par le simple duel qui s'y livre ses pensionnaires contre les avatars de la vie. Un sixième sens né d'une longue pratique du journalisme dit qu'il faut saisir l'occasion offerte pendant que je suis avec l'un de mes avocats de parler à un journaliste d'une grande agence de presse internationale. La situation est délicate. Les gardes pénitentiaires veillent et des caméras sont partout. Big Brother est dans la cave. Il n'empêche. Je parviens à faire dire au téléphone mon message à l'agencier de presse. Je suis un otage, prisonnier politique, victime d'une arrestation arbitraire de la part d'un État dilapidant les ressources naturelles de notre pays et qui veut me faire taire. Et l'avocat devait, le journaliste devait effectivement transmettre à la communauté internationale cette proposition, cette phrase de notre ami Adama Gaye. Un autre chapitre, un autre paragraphe. Devant le juge d'instruction, je n'eus pas le temps d'entretenir un espoir déraisonnable. La cause était entendue. Maintenant,
Dans ses griffes confiées à ses forces de répression, le pouvoir sénégalais ne compte pas s'en laisser compter, ni surtout rater l'occasion d'écraser ce minus qui le titille depuis si longtemps. L'un d'eux, Bachir Diawara, en compagnie de Massen Sen, ne vivra pas plus d'une semaine après ma libération, comme s'ils avaient tenu à être là juste pour me dire adieu et me couver depuis le ciel. C'est pas facile. En nous quittant au bout d'une heure, l'atmosphère donne à penser que nous sommes proches. Leur générosité signe d'un humanisme remarquable, même dans la détresse et la faute, justifiable d'une lourde sanction dans plusieurs de leurs cas, et de ces réactions humaines que je ne cesserai de célébrer. Ce ne sont donc pas des diables, ces détenus. Je le sens encore à travers leur regard, en les retrouvant comme s'ils étaient plus soucieux de me voir libre, plus qu'encore que certains dehors, souhaitant que je reste le plus longtemps possible dans les geôles les plus ignobles. Personne ne réalise comment des vies sont en train d'y être secouées. Le car continue son chemin pour se diriger vers le grand marché Sandaga avant d'arriver, moins de 5 minutes après, au commissariat. Là aussi, le rituel de déshumanisation reprend de plus belle. Débarrassés de nos affaires les plus importantes, nous voici jetés au fond d'une pièce tellement sombre et étroite, tout en longueur, ayant heureusement des nattes pour nous permettre d'y dormir. De sa démarche déhanchée, maître bas, ayant vécu les embouteillages dans la capitale, arrive tout essoufflé, un léger soupir aux lèvres. En rejoignant le juge dans ce bureau où nous l'avions vu l'après-midi, l'optimisme de vigueur, à mon niveau, n'est proportionnel qu'au choc des mots qu'il sort dès que nous nous sommes installés devant lui. Nous appliquons la loi, dit-il. En d'autres termes, le verdict est tombé. Traduction littérale, je suis inculpé. Et je serai déféré dès le lendemain à la prison de Rebus. Ça fait mal. Cela semblait lui être difficile à comprendre. Pourquoi restes-tu si révolutionnaire, consentit-il à me dire un soir au bout du téléphone. Or, parce que je voyais les effets désastreux de cette course pour se doter de belles voitures, de villas royales et de comptes bancaires super garnis, mon sentiment était tout autre. Céder aux appels de la raison signifiait perdre mon âme. Le pays que j'ai retrouvé, après de nombreuses années passées à l'étranger, a profondément changé en mal. Ces infrastructures physiques acquises dans des conditions onéreuses et obscures ne sont pas les plus grandes causes de cette dégénérescence qui le frappe. Plus toxique ce mal insidieux et s'étant emparé des cœurs et esprits, le transformant en laboratoire de coups tordus. Continuons. La générosité d'un engagement intellectuel en devient dérisoire, louche. Il fait rire. Et cette nuit, les mots sans appel d'un juge sont venus me rappeler la réalité du Sénégal de ce siècle encore et ses débuts. Quelqu'un lui dit « J'assume l'arrestation d'Adama Gaye », avait-il affirmé. Ayant passé une partie de ma jeunesse dans des milieux traditionnels, notamment dans les villages où l'on se couche n'importe où, à même le sol, sur un lit, sur une natte, à la belle étoile ou dedans, je ne me sentais pas en territoire étranger, malgré le cadre si sommaire, j'allais dire spartiate. Je n'eus donc pas de peine à m'endormir dès que ma tête toucha cet oreiller que j'avais pu introduire à la sauvette dans la cellule. Adama a du vécu. Je vous dis qu'il vient de loin. Et quand on vient de loin, quand on a appris, quand on a vécu, quand son existence, vraiment... C'est une école, l'Afrique. Hein? C'est une école, l'Afrique. Quand on a vécu en Afrique, je parle de l'Afrique traditionnelle, hein? On peut vivre partout, dans le luxe, comme dans la pauvreté, dans le manque. La réalité était qu'il avait décidé de me le faire sentir. La deuxième partie de l'ouvrage commence par un dessin ici, où des prisonniers célèbres sont là, Khalifa, Guy Marius, Taïb, et la cellule d'Adama était, je pense, l'artiste commençait à dessiner, mais Adama n'était pas encore là, donc comme si les choses étaient préparées. Et donc, le premier texte s'appelle Rebus.
J'avais tout de suite compris à l'énoncé du verdict spartiate du magistrat que j'allais enfin découvrir cette prison de Rebus dont j'avais si souvent entendu parler, mais que je n'avais jamais visité ni même vu de près. Peu de jeunes savent qu'auparavant, lorsqu'on évoquait le nom de Rebus, le référentiel carcéral qu'il incarne aujourd'hui ne s'imposait pas d'emblée. C'était d'abord le nom d'un quartier fort peuplé de la capitale, flanqué de la périphérie immédiate de son cœur. Y vivaient des employés de maisons des familles huppées, résidents, elles dans les Dakar des riches. Il y avait aussi les ouvriers chargés des travaux de toutes sortes, dans les commerces, les domiciles ou le compte de l'État, ou des sociétés publiques et privées. Quartier dortoir, Rebus n'en prenait pas moins ses couleurs ardentes, sportives, violentes, selon les circonstances et les saisons. Pendant les vacances, malgré les pluies d'hivernage, le club local faisait partie de ceux qui mettaient de l'ambiance dans ce qui était jadis le stade Hassan Diouf en déployant par ses supporters de bruyants tambourins faits de cuivre, asticots en wolof, d'autant plus assourdissant quand l'équipe rentrait victorieuse. Souvent, cela se terminait par des échauffourées entre bandes rivales intra- ou interquartier. Je vous ai dit, c'est un ouvrage de sociologie. Adama nous explique beaucoup de choses. Rebus, la géographie d'un quartier, ses populations, ses modes de vie, son histoire. Ah, c'est dur. C'était les mêmes qu'on appelait les couloirdeuses, les prostituées qui venaient racoler jusqu'au sein du campus universitaire de Dakar. Les Capverdiennes qui habitaient le fast-forward, le Rebus auquel je pense en cette fin de soirée du 30 juillet, peu avant de tomber dans les bras de Morphée, c'était celui qui m'attendait le lendemain. C'est un lieu, un nom, une prison, le marqueur le plus visible et reconnu, la marque la plus distinctive du quartier, qui est paradoxalement assagi, alors qu'il est désormais le siège des prisonniers les plus connus de la capitale. Dans cette citadelle du silence qui a fini par confondre son nom avec celui du quartier de Rebus, sa triste popularité a commencé par perturber mes méninges depuis que je sais la veille que je vais donc y avoir, dès ce 31 juillet, au soir, mes quartiers. Contre tous les indicateurs pertinents annonciateurs du pire, je n'en prends pas moins le pari de l'espoir, de la lutte d'une détermination intérieure. Oui, je suis prêt à aller en prison en étant innocent. Prêt à faire face à la bête immonde, plus que jamais décidé pour sa part à m'appliquer sa stratégie de déshumanisation. En lisant ça, je vous avoue que je souffre beaucoup. Parce que je suis un humaniste qui respecte la différence, qui respecte la critique. Et je n'aime pas. Il y a une chose que je n'aime pas, c'est réduire quelqu'un à néant, le déshumaniser, le manquer de respect, lui enlever sa dignité. J'aime pas trop ça. Un autre chapitre, dans l'au-delà, une liberté en prison. Connaître la prison est pour un délinquant criminel la punition qu'il peut escompter. C'est en réalité cette liberté qui a envoyé en prison ce 31 juillet, dit-il. En filant vers le célèbre centre de détention des personnes privées de liberté, ma tête est ailleurs. Pourquoi la cause démocratique est-elle délaissée au profit du jeu, de la lutte, la musique et la danse, les nouveaux baromètres du savoir, les LMD reconfigurés à la sénégalaise? Pourquoi les enjeux lourds autour de la bonne gouvernance, de la transparence, de la méritocratie, de l'équité, de la justice, des droits de l'homme, autrement dit, les questions centrales au débat démocratique, avec les élections transparentes, loyales et les différentes formes de liberté et de protection des citoyens, ne font plus recette? Comment vais-je vivre cette lugubre expérience sachant que je suis déjà coupé de tout? Mes avocats m'avaient averti, rares seraient les personnes habilitées à venir me rencontrer physiquement. Des jours, des semaines, voire des mois, d'une vie remplie de vide, déshumanisée, d'attentes non satisfaites, sont en passe de s'imposer comme un nouvel horizon. Je le sens. Je le sens dans ce fourgon qui constitue sa route vers mon lieu de détention. La distance est courte. Dans les longues vérifications, nous ferons perdre du temps, mais tel semble être le projet. Nous prouver par de petits détails que nous sommes que des êtres tenus en laisse, comme des chiens. Et, réduits à obéir, nous voici enfin vers les coups de 19 heures, invités à aller vers un groupe de gardes pénitentiaires. Nous devons rester debout sans bouger, un à un. Nous sommes ensuite conduits vers le chef de cour, le patron de tout l'espace carcéral où sont parqués, comme des bêtes de somme, les prisonniers.
On me fait savoir que comme je ne suis pas récidiviste, et en tenant compte de mon âge avancé, on me fera une faveur. Je croyais avoir décroché la pièce unique où je serais seul et qui, semble-t-il, avait été promise à mon frère, lequel, tout fier, me l'avait soufflé. Vous irez à la chambre 1, me dit le chef de cour, teint noir, regard de lynx, dont le nom indique son appartenance à l'ethnie Djola. Prison intramuros, la gueule du loup. À 19h15, la porte de la chambre 1 s'ouvre. C'est un choc violent qui vient aussitôt s'écraser sur mon visage. Mes yeux sont comme éblouis. Je fais un exercice qui est un peu long parce que je dois lire des textes et mettre une voix, une ponctuation, une respiration pour que vous appréciez effectivement la beauté du texte, la difficulté aussi du texte, la peine dans l'écriture et tout ce que l'individu vit. Je m'efforce tant que je peux, disait l'autre, de cacher le sanctuaire de mon âme, peine inutile, hélas, les rayons percent dehors. Je dois me les frotter et vite retrouver mes sens, des perdus, des dizaines, voire une centaine me dévisager dans l'obscurité. En silence, on sent voler les mouches. Les bavardages que j'entendais avant d'entrer dans la pièce sont tus. Même plus de chuchotement. La chambre est inquiétante, mystérieuse. Que faire? Je me résous à émettre un bonsoir dont la tonalité peine à passer, à dépasser le cercle de mes lèvres. Puis, constatant qu'il n'y a aucun espace ou presque où se mettre, je reste un long moment debout, perdu et incapable de savoir dans quelle galère je me trouvais. Dans mon siège, mes pensées vont dans tous les sens. Et si un brin d'allumette mal éteinte, un mégot jeté par étourderie, ou une cigarette croisant l'un de ces objets nombreux disséminés dans la pièce provoquait l'irréparable. C'est l'enfermement. Il y avait du monde, la surpopulation. On en a souvent parlé dans les prisons du monde, dans les prisons africaines, dans les prisons sénégalaises. J'observe que chacun a son espace personnel et doit l'aménager du mieux qu'il peut afin de passer le temps qui s'écoule comme s'ils étaient éternels. Je commence à réfléchir aux moyens de faire face. Serais-je torturé? Serais-je la cible des homosexuels dont la rue et les réseaux sociaux sénégalais racontent goulûment qu'ils guettent la venue d'une cible nouvelle pour épancher leurs désirs? Serais-je victime d'un criminel chargé de me planter une aiguille susceptible de me passer une maladie incurable, mortelle comme le sida? Pensée sauvage frisant la paranoïa, je me sens impuissant devant cette situation tombée comme une lourde pierre sur mon être. Je suis perdu. Je ne sais rien de ce qui m'attend. L'inquiétude guette Adama. On dirait un homme transfiguré par des années de séjour en prison. Un sage. Il en a de la tchatch. Voyez ici comment nous fonctionnons. Ces deux-là sont chargés de désigner l'ordre de passage pour aller dans les toilettes. Si soulager ou prendre une douche, commence-t-il par dire, avant d'expliquer les règles de conduite, le respect des autres, l'interdiction des querelles et les conditions de visite, venus de l'extérieur ou encore les heures de promenade dans la journée. Je l'écoute à peine, ma tête bourdonne de rage. Qu'ai-je fait pour être dans ces lieux? Debout, près de la porte, j'attends de savoir ce que sera mon sort. Soudain, me tirant par le pantalon, le chef de chambre, Mamba, m'indique un bout de coin sur une natte, où je m'étale sans poser la moindre question. Sans matelas ni oreiller, mes paupières de honte et de fatigue se ferment. Ma première nuit de prison commence par des actes d'humiliation, fruits de consignes fermes qui ont dû être données sans qu'aucune valeur ne me soit accordée. La nuit porte conseil, qui dort dîne, et quand on dort, on oublie ses dettes. Ces proverbes wolof me reviennent en tête en ces heures où une nouvelle page de ma vie dure a commencé. Je ne serai réveillé au petit matin très tôt que par les hurlements de douleur d'un homme qui semblait subir des tortures. Décidément, je suis dans un univers inhumain. Torture sous les tropiques. L'image des palmeraies balayées par des vents alizés doux et romantiques n'est pas celle de cette prison. Les cris de douleur de ce détenu, laissant percer sa voix juvénile, ne sont que l'effrayant départ d'une expérience que je démarre, à nul autre pareil. À mesure qu'il subit ce qui ressemble à une torture violente, ses hurlements de désespoir percent les murs. Leurs coups pleuvent sans arrêt, tant et si bien que seul le râle final, force éteinte, signe l'épilogue pour le détenu. Il est parfois fatal. Oui, on parle souvent de la violence dans les prisons.
le système tortionnaire, la violence qui s'y déroule. Secoué, mais non surpris, je tente de m'extraire de la natte où je m'étais affalé à peine 7 heures. Il ne lui restait presque plus de souffle, ce prisonnier qu'on frappait. Le lendemain, les nouvelles de sa mort, vraies ou fausses, firent le tour de la prison par des chuchotements. La prison, c'est en réalité le lieu de la débrouillardise. On y fait comme on peut. On se contente de guides spirituels dont on sait qu'ils sont ici pour des crimes souvent très graves. Des 2 imams que j'avais vus pendant mon séjour carcéral, l'un était retenu temporairement dans la chambre 1 tant qu'il n'avait pas été condamné, puis transféré dans une chambre après avoir été condamné. Viol d'une femme, alors que l'autre imam l'ayant remplacé était ici pour escroquerie. 100 millions de francs CFA. Pendant qu'il dirigeait les prières, je me demandais quelles étaient ses relations avec ses 4 acolytes, tous dans la même chambre. Ensemble, ils avaient promis aux policiers de lui multiplier son argent. Oui, le business à l'intérieur des prisons, on connaît. À l'appel de mon nom, ce 1er août, j'étais donc entré dans la peau du prisonnier. Je répondis, comme le feraient tous les jours par la suite, par un présent aussi clair que respectueux. Après les séances de décompte des détenus, je m'arrangeais toujours pour laisser une image frappée d'humilité à mes voisins de chambre. Chambre 1, cette fameuse chambre, dans le sein des souffrances. À l'entrée de la chambre 1, alors que les premiers rayons du soleil flanchissent en ce mois d'août naissant, les barreaux de la porte solidement fermés de derrière, on découvre Alain Diatta, la quarantaine, teint noir, muscles en relief et regard fixe sur un bouilloire placé sous ses pieds. Des tasses essentiellement en plastique sont alignées non loin de lui. Avant de s'asseoir ici, Diatta, qui a réussi à réveiller tout le monde, a distribué le pain à chacun d'eux. Il est assuré que tous ont eu leur portion de ce pain conçu pour représenter le tiers de la miche normale. C'est-à-dire de quoi calmer la petite faim qui creuse les ventres revenus d'une nuit de sommeil. Puis me voici avec un entrepreneur sénégalais vivant en France, mais retenu dans les liens de la justice pour avoir tenté d'aider un de ses parents à le retrouver en Europe. Son voisin, un pied musulman membre de la communauté, d'un très actif guide religieux, ingénieur en travaux publics, on le sent féru de son art. Comme nombre de scientifiques, il est peu loquace. Peu plus bavard, son voisin qui deviendra mon compagnon le plus fréquent pendant le temps carcéral, s'appelle Ouzin. Est-ce parce qu'il est un produit du mouvement associatif, militant des associations sportives dites de Navetane? Je ne sais pas. En un mot, la force de l'administration pénitentiaire n'a-t-elle pas été d'identifier les capacités de dirigeants, de brigands aussi dangereux et endurcis que Mamba pour faire des chefs en les utilisant au service des meilleures causes? Depuis 1985, Marc ne renvoie plus au fil d'un gradé qu'il est. Ses yeux ont jauni. Son corps s'est affaissé sous le poids des années et son parler est désormais frappé de mélancolie. Cet homme, sans le réaliser, s'éteint peu à peu. C'est la prison qui fait ça. La vraie communauté en chambre carcérale, je l'ai découvert sur la dalle où se trouvait mon matelas, à côté de voisins avec lesquels je resterai le plus longtemps en communion, parfois en querelle quand la nuit, par étourderie, une jambe vient déranger l'espace de l'un ou de l'autre en raison d'un sommeil non contrôlé. Il y a au fond à droite, au bout de la dalle, le marabout dans ses tenues confectionnées en tissu léger, à la mauritanienne, toujours le chapelet à la main, qui a choisi d'être à ce siège comme pour avoir une vue d'aigle unique sur la pièce, lui permettant de la surveiller de son entrée à ses divers coins. En mercenaire de l'administration de prison, plus à gauche, un gros gaillard, Gora, qui ne semble pas revenu de son lâchage par son épouse, dont il a financé les études universitaires et qui est devenue une députée célèbre du parti. C'est dur, hein? C'est dur. L'au-delà sur terre, dit Adama Gaye. Les cliquetis tonitruants de la porte d'entrée. Le petit déjeuner n'avait même pas été avalé alors que les premiers à être servis s'alignaient maintenant devant la douche pour laver leurs tasses et les ranger jusqu'à la prochaine séance le lendemain matin.
En bas à droite, la signature de l'auteur de ces propos, Nelson Mandela. Je ne puis m'empêcher de m'arrêter pour regarder ce visage. Comment Mandela avait-il négocié pour sortir de cette prison de Robben Island, non loin de la ville de Cap? Et comment, en tandem avec le dirigeant du pays d'alors, Frédéric de Klerk, avait-il pu obtenir les accords ayant ouvert la voie à l'avènement d'une Afrique du Sud multiraciale? Les questions existentielles ne cessent de remonter dans mon esprit. Au bout du compte, celle-ci s'imposa comme la grande évidence. Comment rendre l'Afrique maîtresse de son destin? Finis-je par m'interroger en prenant la première porte de la cour, à droite, entr'ouverte et menant vers ce que l'on appelle la zone sociale de la prison? Comment dans la cour d'une maison, sur une superficie réduite et partiellement dévorée par les chaises qui y sont installées, nous voici dans le cœur de ce qu'on appelle le service social. Beaucoup de jeunes sont les plus grandes victimes de la prison. Il faut les avoir vus, perdus, les yeux dans les nuages sans conscience des risques à leur vie qu'ils encourent, pour mesurer le tragique destin qui se déploie autour de leurs frêles épaules. On peut citer les cas de garçons de 18 ans originaires de la ville de Guédiawaye, en banlieue. Il est en prison depuis plusieurs mois. Une fille l'a accusé de s'être collée à elle dans une boutique. Je ne l'ai pas violée, conteste-t-il. Être sur ses gardes n'en devient pas plus important. Il est essentiel de savoir détecter ces blablateurs nombreux dans les allées de la prison, vendeurs de chimères qui sont à la quête du pigeon qu'ils peuvent recruter dans leur prochaine magouille. Parfois, de petits groupes se forment par affinité pour évoquer les conditions de la détention. En d'autres lieux, ce sont des adeptes de la foi religieuse qui se regroupent dans l'une des pièces où des membres de la confrérie Tidjane font leur hadara, leur communion tous les vendredis après-midi, la salle pour la messe des chrétiens non plus, etc., etc. C'est Dieu qui t'a fait venir en prison pour que tu racontes ce qui s'y passe. C'est dur. Une fabrique de bridons. Dans les prisons sénégalaises, la punition est la règle du jeu. Aucun cadeau n'est fait aux individus ayant sciemment ou non offensé la société ou leur prochain par des crimes violents, comme un assassinat par des abus de confiance, notamment des détournements de deniers publics à autrui, ou une société commerciale, à moins qu'ils ne se soient retrouvés mêlés à des activités interdites, comme le trafic de drogue, le viol de femmes, la pédophilie ou le proxénétisme. À force, pour un rien, d'arrêter ces garçons pour les jeter dans des griffes d'une justice aveugle refusant de sérier les cas pour faire montre de clémence. La troisième partie. Rebâtir l'état de droit. Le pourrissement par la justice du jour au lendemain en prison pour des raisons illégales, arbitraires, victime d'une justice aveugle, aux ordres, mobilisant la puissance publique, juste pour servir un pouvoir d'État confronté à des défis qui le dépassent et dont la résolution explique son élection plus ou moins légitime. On ne se morfond pas dans l'étroitesse d'un milieu carcéral. Dans les couloirs de cette prison que j'arpente, je continue de me dire parfois, me parlant à haute voix, que ce que je vis est illégal, anormal, injuste. Toujours est-il que froidement, justice et forces de sécurité avaient pu dérouler leur plan sans coup ni férir. Petit à petit, le jeu démocratique s'est désacralisé. Les pouvoirs en place pratiquant le one man, one vote, once. Un homme, une voix, une fois. N'était-il pas normal de me joindre au cœur des détracteurs de plus en plus nombreux et bruyants, listant les bavures économiques représentant autant de coups de couteau sur l'économie de la nation? Les Sénégalais souciés de jouer en faveur du pouvoir se déchaînèrent pour expliquer qu'il n'était pas normal que je me misse à parler de la vie privée du président. Comme si en démocratie, il était raisonnable de laisser un homme public de la trempe d'un chef d'État divaguer et mener une vie autrement. L'autre raison de mon rapt avait une cause plus profonde, à caractère subliminal. Depuis la révélation du détournement des hydrocarbures du Sénégal par le président et son frère, j'étais devenu son plus virulent contempteur.
sur un sujet que j'avais fait l'effort de maîtriser au fil des ans, par formation, expérience, autant que par curiosité surtout, que le Sénégal en était devenu un des grands dépositaires sur le continent. Je pointais du doigt le fait que Macky Sall, après s'être retrouvé au cœur d'une autre méga scandale mêlant son frère siamois, Aliou Sall, et le sulfureux Franck Timis, puis avoir lâché nos hydrocarbures et des mains institutionnelles, individuelles et au milieu d'instances d'arbitrage et de médiation coûteuses pour notre pays, se remettait à manœuvre. Cette fois-ci, soulignai-je, il était cornaqué par un Camerounais établi à Johannesburg, Ndjok Eyuk Eyong, dont le parcours professionnel était parsemé de troubles judiciaires. Un autre chapitre, exécutant à la manœuvre, un handicap insurmontable se dresse si la justice n'est pas posée en préalable, socle solide dans toute construction d'un projet de gouvernance publique. C'est dire que la fonction du ministre de la Justice est essentielle dans une nation, comme le Sénégal supposé être en quête de promotion d'un développement équilibré. L'inverse est tout aussi vrai. C'est ainsi qu'en même temps que se réfugiant derrière mes écrits contraires aux mœurs, me faisant tordre de rire, intérieurement, la DIC ne se voit venue me chercher. Mon sentiment était solidement établi que la chasse à ma personne avait démarré bien avant, rien qu'à travers le jeu des chaises musicales survenues au ministère de la Justice. Comment ne pas évoquer les problèmes sociaux ou professionnels qui en découlent? Dans les couloirs de la prison, combien de détenus sur place pour des faits mineurs s'imaginaient qu'ils allaient être élargis rapidement, se sont rattrapés quand des plaignants ont appris qu'ils étaient entre les mains de la justice. Commence alors un cycle infernal, une descente vers l'enfer. Aveugle, la justice ne réalise pas qu'en privant d'un individu de sa liberté, dans un monde d'interaction ininterrompue, on le rend suspicieux, au point d'en faire un pestiféré. Vous savez, en criminologie, quand il y a un procès, il y a quelqu'un qui vient dessiner effectivement l'accusé et généralement on le représente sous des aspects bizarroïdes. Donc on apprend même à le tuer. Même à travers le dessin, ce sont des cours qu'on fait en sociologie de la déviance ou en criminologie, pour ceux qui connaissent ces choses-là. On monstrualise l'accusé, on en fait un bouc émissaire, un monstre, on le représente sous des traits particuliers. Regardez les dessins tout simplement des accusés en prison et vous verrez ce qu'on dit. Un autre chapitre, une guérite en muse carcérale. Je me trouve en cet après-midi du 20 septembre 2019 perdu dans les cieux, la tête alourdie par toujours plus de questions alors qu'il est bientôt l'heure de la prière du milieu d'après-midi. La veille, tôt le matin, l'avocat commis par la famille de l'ancien président Wade, enfin renard, est passé me vendre la thèse que ma libération était en route, notamment grâce à une médiation de ses clients. Je fais l'amour. Wade lui-même tentera de me vendre son rôle à ma sortie de prison. Les gardes insistent pour que je reste debout dans une guérite. Le processus de déshumanisation continue. Je ne savais rien leur en dire que ces deux responsables de la presse avaient été actifs, soit par omission dans un silence assourdissant de distanciation, soit par commission par la publication d'articles de presse à charge sur diverses publications, notamment le site L'Herald, Dakaractu et Hibarou, Les Nouvelles. Les organes de presse d'État tels que le Quotidien National, Le Soleil ont goulûment participé au Adama bashing, au mitraillage sans merci pour que je sois lourdement puni. Plus de 40 jours après, revenu de son bureau en compagnie de mes avocats, j'avais à nouveau fait une plaidoirie articulée. Je lui avais donné, pour sa gouverne, des éléments d'appréciation qui incriminaient le président du Sénégal. Le juge semblait désarçonné au point de devoir quitter son grand fauteuil dominateur pour aller s'installer sur un siège opposé, en lançant à mes avocats et à son greffier, qui n'en revenaient pas, presque en mode « Faites-vous même le rapport ». Pourtant, le même juge revint le surlendemain avec un rejet de la demande de liberté provisoire que Adama avait demandé. Signe de ce retournement de situation, Serigne Mountakha Mbacké, le puissant calife général de la confrérie des Mourides, regroupant des millions d'adeptes éparpillés à travers le monde, avait désigné son fils aîné à la tête d'une importante délégation pour qu'il vienne me transmettre son soutien, en plus de me donner des conseils marqués sur la nécessité de ne pas poursuivre la grève de la faim que j'avais stratégiquement entamée.
Adama Gaye est un stratège. Dans la difficulté, on essaye toujours de penser, de trouver, d'essayer, de calculer comment je vais faire, etc. C'est un acteur, c'est un acteur. On ne peut pas, dans la situation, laisser au hasard, laisser entre les mains des justiciers son avenir. Il faut se battre, il faut trouver des solutions. Un autre chapitre, le dilemme du citoyen. Le mot d'Albert Hirschman résonne sans cesse dans ma tête. L'individu a trois options dans la société. Pose-t-il, s'exprimer, s'accommoder ou s'exiler? La prison m'a enseigné la capacité de l'être humain à trahir son prochain. La preuve par celui qui occupe à mon arrestation les fonctions de ministre de la Justice et qui fut longtemps un très proche ami. Or, le séjour en prison m'a enseigné que loin de me suivre ou de croire à la pertinence de mon combat intellectuel, nombreux et pas seulement les mal intentionnés étaient ceux au Sénégal et ailleurs à croire à la vulgate du pouvoir contre ma démarche et ma personne. La réalité est tout autre. Et la réalité est qu'outre une culture de soumission au pouvoir, depuis toujours pour bénéficier de ses prébendes. Le Sénégalais a progressivement montré une propension à courber l'échine par peur, lâcheté ou calcul opportuniste devant ceux qui gèrent les affaires du pays. J'ajouterai, quand le peuple, lui, souffre. Je ne peux pas, pour ma part, vivre décemment si mon voisin n'a pas de quoi manger. Sur le tarmac de l'aéroport, ce n'est qu'au dernier moment au décollage de l'avion que je donnais le feu vert. Vous avez compris qu'Adama a été libéré, a quitté la prison. Tout au long du trajet, je me mis à réfléchir aux propos de Hirschman. Longtemps, j'avais exprimé mes opinions assumées, une fonction tribulienne. J'avais la possibilité de me réfugier aux USA, mais en discutant avec une instance de protection des journalistes, on me fit comprendre que l'Amérique de Trump n'était plus accueillante pour les porteurs d'idéaux. Ah, c'est dur, hein? En plus, pendant mon arrestation, un de mes amis avait eu la maladresse d'alerter une université américaine qui était prête à me recevoir. Mais ne connaissant pas les dessous de ma détention, le projet fut gelé. Les conséquences collatérales d'une arrestation arbitraire sont inimaginables. D'autres devinrent réticentes à les poursuivre. Une interview du président russe Vladimir Poutine que je rêvais de recueillir en direction du sommet Russe-Afrique prévu fin octobre à Skopje pour la première fois devenait aussi problématique. J'étais donc dans cet avion en partance pour Tunis où je fis mes visites médicales. Mon pays se fermait physiquement à moi en raison de la précarité de la liberté provisoire qui ne m'était concédée que dans l'espoir de me voir déposer les armes. Or, telle n'était pas mon intention. L'épée de Damoclès pouvait s'abattre à tout moment. Surprise, une invitation à l'université américaine du Caire pour y passer une année sabbatique était resté dans le pipeline. J'avais eu le réflexe de le confirmer pendant un bref instant durant mon interrogatoire. Je suis revenu pour des considérations médicales, écrivis-je, pour faire patienter mes hautes cariotes, sans être si j'allais ou non pouvoir recouvrer la liberté. C'était le 12 décembre, le programme universitaire avait commencé depuis le mois de mai, depuis le début du mois. Et l'espoir d'une liberté provisoire ne me confirmait pas malgré une audition qui semblait s'être bien déroulée. Une semaine plus tard, contre toute attente, le chef de cour vint me voir dans la guérite pour m'annoncer la fin de ma capture. Alléluia. Sur le vol, je savais que l'option du Caire, capitale d'un pays dirigé par un militaire, un homme dur en la personne du maréchal Abdel Fattah Sisi, était la seule qui s'offrait à mon projet d'exil. Après la prison, je continuais mon aventure et le pari était risqué. S'accommoder n'était plus possible. S'exprimer de loin, oui, mais l'exil, mon nouvel horizon pour vivre ma passion démocratique et servir, selon mes convictions, mon pays, mon continent, en espérant être à l'abri d'un quelconque autre retour de bâton. En espérant être à l'abri d'un quelconque autre retour de bâton, tant le rêve démocratique n'est plus qu'une illusion sur un continent où les autocraties civiles et militaires soutenues par des peuples passifs ont le vent. Un autre chapitre, loin des yeux, le Sénégal au cœur. Non loin
des eaux du fleuve du Nil qui coulent calmement en cette fin d'année 2019, alors que multimillénaires des pyramides tendent l'oreille, un calme intérieur traverse mon être, mon âme est sereine. L'aube de 29 juillet, agitée et positive de ma liberté. Heureusement qu'entre ces multiples musées, ces civilisations, son fleuve et le dynamisme de ces villes, sa vie, ma terre d'accueil me fait oublier souvent que j'ai laissé derrière dans mon pays la dégénérescence de sa démocratie. Assis à la terrasse d'un café, je sirote un café en surfant sur mon téléphone portable. Je voudrais ici remercier Adama. En 2015, je crois, j'étais au Sénégal. Et je venais de le connaître. Et je me disais qu'il y avait des intellectuels que j'aimerais rencontrer. Et je lui annonce ma venue au Sénégal. Et il me dit... Quand tu viens, appelle-moi, on prend un café. Je voudrais ici lui témoigner de ma sympathie. Je le remercie pour cet acte. Je voulais payer, il m'a dit non, c'est moi qui t'invite, dans un café chic du centre-ville de Dakar. Je voudrais ici lui dire encore à quel point j'ai été marqué. Et nos discussions étaient belles. Et ce jour d'ailleurs, dans le café, il y avait Ambroise, vous savez, Gomis, qui était là. On était assis. Ambroise était en face de nous. On l'a salué. Et nous avons continué. Nous avons fait le tour du monde des actualités intellectuelles sur la société civile avec Adama. Nous avons discuté. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais sur l'essentiel, on était d'accord. Et nos discussions étaient fines, intelligentes, pragmatiques. Et vraiment, j'étais très content de l'avoir rencontré et d'avoir échangé avec lui et avoir appris à l'écouter. Conclusion, c'est la fin. Une carte postale pour l'avenir. Et on voit Adama Gaye sur c'est un chameau, hein, c'est un chameau, oui. Adama Gaye sur un chameau, là, tranquille. En arrivant au Caire, la capitale égyptienne, au lendemain de sa fête du 6 octobre, célébrée en souvenir des exploits de son armée pendant la guerre dite du Kippour contre les forces israéliennes en 1973, je ne pouvais m'imaginer y trouver accueil propice à mon retour. La vérité est que le grand paradoxe est celui porté par les nouvelles intolérances dans les pays où l'on croyait l'abri des mesures illibérales, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, du Maroc au Nigeria, du Tchad au Cameroun, de la Guinée-Conakry au Niger, presque un peu partout dans l'Afrique, qui battaient au rythme d'une démocratisation forcenée, les vents semblent hélas savoir tourner. Sous des atours démocratiques, les pires autocraties, surtout civiles, s'installent. Le régime militaire de l'Égypte avait opté pour la paix, la sécurité, le progrès économique, contre la privation des libertés démocratiques suivant la tradition des États autoritaires. Ce ne sont pas seulement les failles, les reculs de la démocratie qui agitaient mon esprit alors que j'ai les yeux fixés sur le fleuve Nil. Alors, c'est la fin du texte. Après, c'est des annexes que vous connaissez très bien et que vous avez lues ici et là sur Facebook, dans les différents journaux du Sénégal et du monde, parce qu'Adama Gaye avait une plume attendue, accueillie à travers le monde, une très belle plume, faite de sagacité, de culture, augmentée, comme on dit en philosophie, une véritable bibliothèque augmentée, qui effectivement autorise le savoir, comme le disait mon professeur Robert Damien, qui a parlé du philosophe conseiller ou de l'intellectuel conseiller, qui tout simplement, pour conseiller, doit avoir une expertise, fruit tout simplement d'une instruction, du voyage, d'expérience augmentée. Augmentée, je dis bien. Maintenant, on parle de bibliothèque augmentée, de savoir augmenté, d'instruction augmentée. Le peu ne suffit plus. Il faut brasser grand et les maîtriser. C'est ce qu'il a fait durant son parcours. Nous, comme je vous ai dit, la postface est d'un avocat que j'aime beaucoup écouter, tellement il a une belle voix, mais la voix ne suffit pas. Il a une belle plume et un beau phrasé. J'ai nommé ici Maître Tin, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps à Nanterre, lors d'une conférence
sur les défis de l'Afrique, organisé par Dame Beng et Monsieur Mansour Sy Djamil, je crois, et ils avaient parlé d'éducation, et Monsieur Tine était là. Et j'étais content d'aller le saluer pour lui dire, et j'avais le livre de j'avais le livre d'Adama dans les mains, et je suis allé le saluer pour lui dire, je vous ai beaucoup suivi, je suis aussi un ami d'Adama, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, Maître Tine. Il m'a regardé, il m'a serré la main, et nous avons compris, sans dire plus. Ce livre se passe de précaution. Ça s'intitule « Un devoir historique ». On s'en aperçoit vite. Il n'est pas ordinaire qu'un journaliste prenne le temps de se révéler à lui-même et aux autres. Pourtant, Adama Gaye s'adresse à cœur ouvert à ses lecteurs. L'époque à laquelle paraîtra cet ouvrage excitera sans doute le commentaire. Pour que nul ne s'y trompe, j'avertis les lecteurs que ce livre n'est pas un ouvrage collectif. Fidèle assurément à son choix, Adama Gaye s'y exprime comme il l'entend et n'engage que lui-même. Un livre sur sa détention. Je demeurai un instant sans voix devant mon téléphone lorsqu'Adama me fit cette annonce. J'ai vu tout de suite qu'il voulait interpeller la conscience collective des Sénégalais en engageant un débat constructif sur la situation de la prison de Rebeuss qui est devenue aujourd'hui un fourre-tout carcéral. Inculpation d'Adama Gaye pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État pour de simples publications sur Facebook. Notre justice est-elle devenue incontrôlable? C'est l'avocat qui pose la question. En effet, la question méritait bien d'être posée, d'autant plus qu'il est aisé de constater que son arrestation, de même que sa détention, reposait sur des bases qui sont contraires à la Constitution et aux dispositions qui régissent la liberté d'expression au Sénégal. Je vous rappelle qu'il est avocat international. Tout individu, dit le maître, a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ce rappel est important, c'est un rappel historique qui doit rester dans la tête de chaque individu, de chaque citoyen. Chacun est important. Chacun mérite le droit d'être respecté, considéré, protégé. Dans cette affaire, c'est le cours même de la justice qui a été tout simplement dévié et le dossier judiciaire complètement dénaturé. En effet, l'affaire Adama Gaye ne heurte pas de front l'indépendance de la justice, mais elle la contourne. Et il nous dit, c'est ce soir, demain matin, qu'un seul d'entre nous peut se trouver frappé, broyé par la machine judiciaire. Il veut éveiller la conscience politique, n'est-ce pas le devoir historique de l'intellectuel? Tenir en éveil et que les citoyens veillent sur la cité. Ils veilleront aussi sur eux-mêmes, car chaque citoyen sénégalais est désormais un prisonnier en sursis. Maître Tine qui nous dit ça. Et vraiment, très beau poste-face. Voici ce que je voulais vous dire en 1 heure, plus de 30 minutes d'exercice, pas facile, pour que tout le monde puisse avoir des extraits. Ce sont des extraits tout simplement. J'essaye tout simplement de vulgariser cet ouvrage, comme je le fais pour beaucoup d'ouvrages, comme je vous l'ai dit. J'essaye de promouvoir le livre africain, j'essaye de promouvoir les écrivains africains, j'essaye de promouvoir les penseurs africains. Parce que bien souvent, on parle des autres, on ne parle pas de nous. Alors que nous savons écrire, nous savons penser, nous avons tout pour réussir. Donc, quand je le fais, à travers tout ce que je fais en toute modestie, c'est ma contribution tout simplement au monde du savoir, pour que nos jeunes soient fiers de nous, qu'ils aient des modèles, des exemples. Pas qu'ils nous suivent comme des moutons de panurge, mais qu'ils nous entendent et entendent comment nous réfléchissons, quitte à nous critiquer, la critique constructive, et ce qui est attendu d'une démocratie et d'un pays. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, effectivement, de porter ma voix pour présenter cet ouvrage à travers des textes choisis, des extraits. Vous me pardonnerez pour les petits balbutiements, les petits arrêts, mais parce que quand on lit cet ouvrage de qualité, on souffre.
aucun être humain n'a envie d'être privé de liberté et d'être confiné dans une situation aussi difficile que la prison, aussi difficile que nos prisons surpeuplées, où effectivement on essaye de casser les gens. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Je voudrais tout simplement dire que Adama Gaye est un journaliste, écrivain sénégalais, figure politique publique reconnue. Il est un influenceur africain de renom dont les prédictions prises de position sont souvent vérifiées. Par ce livre centré sur sa récente détention qu'il juge illégale, Gaye, qui a dû s'exiler pour le rédiger, jette une lumière crue sur le Sénégal tel que nous ne pouvions l'imaginer. Et Seydi Gassama de Amnesty International de dire à la 4e de couverture: le périmètre des libertés individuelles en Afrique et d'abord au Sénégal doit être préservé, élargi. Et c'est ce que ce livre rappelle alors que des voix liberticides s'élèvent pour la constitution des sanctuaires contre leur déploiement. Elenchi Mvovu, affiliation et Université d'Oxford, qui nous dit: bien qu'Adama et moi nous sommes rencontrés à un programme organisé par les études diplomatiques de l'Université d'Oxford, les réverbérations de son arrestation au Sénégal ont atteint jusqu'aux bordures de la Grande-Bretagne. Sa sanction pour avoir exprimé une opinion n'était pas juste un moment sénégalais ou africain, mais il était un des fondamentalement mondial. Oser critiquer est la pierre angulaire de notre droit humain et aussi de notre dignité humaine. L'expérience vécue par Adama prouve qu'aucune société ne peut prendre pour argent comptant la liberté d'expression et en tant qu'individu, nous devons maintenir nos têtes hors de l'eau en préservant notre droit de critiquer. Et pour terminer, Pape Kanté, avec qui j'ai fait une émission, je ne savais pas qui il était, une émission avec SOS Casamance sur effectivement la crise du coronavirus, le Covid-19. SOS Casamance avec mon jeune ami Silla et Sougou. On était invités effectivement à parler de la situation du couvre-feu, la liberté, la restriction des libertés, etc., etc. au Sénégal. Et je suis content effectivement de savoir qu'il a fait partie effectivement des défenseurs de Adama Gaye. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas du tout. Et nous avons fait cette émission et je voudrais ici le remercier. Remercier Amadou Silla, SOS Casamance et Sougou de m'avoir permis effectivement de faire cette émission il y a très peu, hein, en début du mois d'avril à Paris. Pape Kanté disait: Adama Gaye, c'est le remake du combat intellectuel antitotalitaire, c'est aussi la mesure de l'immense régression démocratique sénégalaise qu'il dénonce en longueur de tribune aux grandes dames d'un gouvernement abonné aux dérives liberticides et à l'instrumentalisation du système de justice. Voici ce que je voulais dire. Adama Gaye n'est pas quelqu'un de méchant, c'est un intellectuel robuste, c'est un généreux, c'est un compatriote qui sait parler, qui sait écrire, qui connaît, qui conseille de façon aiguisée, qui sait donner, qui sait recevoir. Je n'ai pas toujours été d'accord avec Adama Gaye et à chaque fois c'est avec courtoisie qu'il accueille mes critiques. Je dirais à 97% on a souvent été d'accord, les 3% sont des trucs d'appréciation tout simplement. Voilà, la rigueur intellectuelle qui le caractérise m'a séduit. Je voudrais ici aussi saluer Amadou Tidiane Niane, ce jeune homme qui s'est beaucoup battu pour faire entendre la cause, l'injustice qu'a subi Adama Gaye. Il a beaucoup œuvré. Et je voudrais, c'est un garçon aussi que je suis beaucoup, honnête, juste, moral, et qui parle de tourisme, de l'économie du Sénégal, de l'écologie, de l'environnement, du soutien scolaire. Il essaye toujours de hisser le Sénégal loin, malgré ses modestes moyens.
Il y en a beaucoup comme ça au Sénégal qui essayent tout simplement par leur expertise, par leur présence, par leur savoir-faire, de contribuer à l'avènement d'un autre Sénégal meilleur, pour que nous tous, nous puissions vivre ensemble, pour que tout ce que nous faisons, c'est pour notre pays. Même la critique, c'est pour notre pays. Si quelqu'un, je me rappelle très bien que Macky Sall, et j'étais très content d'entendre ça, dire à ses conseillers, vous me dites toujours ce qui va. Ce que je voudrais maintenant, c'est de me dire ce qui ne va pas. J'ai applaudi Macky Sall. Je voudrais continuer à l'applaudir pour que la démocratie au Sénégal et la liberté et les droits de l'homme soient respectés. Qu'il soit le garant de ces libertés. Qu'il ait un regard sur tout. Qu'il ait le contrôle. Il est le père de la nation. Il est le président de la République. Que la justice se fasse dans le droit, dans le respect des libertés individuelles et fondamentales. Notre pays est un très beau pays qui mérite beaucoup. Ensemble, partisans, opposants, nous sommes tous de la nation sénégalaise et c'est ça qui doit nous importer pour que nous tous nous travaillions pour le bonheur de notre pays, pour l'avènement de ce Sénégal qui a été phare en Afrique et à travers le monde, mais qui a flambé un peu. Redonnons au Sénégal sa flamboyance. Redonnons au Sénégal sa possibilité de donner à chaque citoyen la possibilité d'étudier, de s'instruire, de travailler, de se prendre en charge, d'être autonome. Adama Gaye nous invite dans son texte à tout ça. La liberté est fondamentale. Il faudrait qu'on la préserve. La critique est importante. La critique, elle est constructive. Adama Gaye ne va pas critiquer pour critiquer. Il n'a pas ce don. Il critique pour révéler et construire et donner des pistes. Il met en garde. C'est un lanceur d'alerte. C'est un intellectuel qui sait. Et quand tu sais, Ikra, parle et dit. Et quand tu es un chef, écoute, analyse et encaisse. Ne frappe pas. Frapper n'est pas bon. Ça fait qu'on a peur de toi et personne ne pourra plus parler. Alors que quand la parole se libère, tu entends. Et ce que tu entends, il y a toujours une part de vérité. Et le sage sait s'en accommoder. Voilà tout ce que je voulais dire, tout simplement pour mon beau pays, mon beau continent. Je voudrais tout simplement que cet ouvrage ait le grand succès qu'il mérite. Je voudrais que mon ami Adama Gaye soit encore en paix, qu'il soit tranquille, qu'il continue à nous nourrir de ses écrits, de ses paroles, de ses éclairages, pour qu'ensemble, l'humanité soit encore un havre de paix, où le vivre ensemble n'aura de sens que quand chacun pourra se dire, s'exprimer librement, sans crainte, sans avoir une épée de Damoclès sur sa tête. Voici, vous me suivrez, Pape Bakary Sissoko, philosophe à Paris, formateur interculturel. J'essaye toujours d'apporter ma modeste contribution dans le champ des savoirs. Je suis formateur ici. Le Sénégal est mon pays que j'adore. Je fais tout pour que les gens soient informés sur l'éducation, sur le travail, le management, l'entrepreneuriat, l'artisanat, l'agriculture, tous ces domaines, les innovations technologiques, la santé, la prévention, etc., etc. Abonnez-vous à ma chaîne si ce que je vous dis vous intéresse. J'en ai une trentaine de vidéos qui parlent de philosophie, de développement personnel, de conseils, etc., etc. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui en vous remerciant. Merci Adama Gaye et j'espère avoir dit un peu sur cet ouvrage. Et vous qui avez écouté, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, d'aller acheter ce livre, de le garder, de le lire. Et comme je l'ai dit au début, dans vos bibliographies, chers amis enseignants, intellectuels, chercheurs, mettez cet ouvrage dans vos bibliographies, c'est très important.
Ce sont des livres qui restent. Dans ces livres, il y a toutes les disciplines. Il suffit de savoir lire et d'extirper effectivement une substance. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci pour ce premier exercice que je fais. Le prochain, je pense que je vais prendre un ouvrage du professeur Djibril Samb, mon professeur, pour en parler. Voilà, j'ai décidé de commencer effectivement ce nouveau travail, ce nouvel exercice qui n'est pas mal du tout, pour que ceux qui ne savent pas lire ou ceux qui n'ont pas le temps de lire ou ceux qui veulent entendre des textes, il y en a qui lisent, hein, mais aussi entendre est une bonne chose. Voilà ce que moi je pouvais apporter comme contribution, tout simplement, en vous remerciant tous, en espérant que vous serez tous heureux là où vous êtes, et ensemble, faisons que le Sénégal triomphe de tous les maux qui nous assaillent. Faisons que le Sénégal soit un pays éthique, un pays de liberté, de droit, de respect de la dignité humaine. Merci à vous. Au revoir depuis Paris. À bientôt. Au revoir.